un show donc, qui a eu lieu il y a peu de temps, et ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo sur un show qui avait eu lieu il y a peu de temps. Vous l'avez remarqué. En fait, pour tout dire, j'ai pas vu un seul match de catch japonais pour l'année 2014. Et en fait, je me suis retrouvé à être aussi extrême que ça, sans le vouloir. Hein. C'est pas un choix qui était totalement réfléchi. Je crois qu'en fait, j'avais juste envie de fraîcheur. J'avais pas l'impression que 2014 allait être radicalement différente de 2012-2013. Alors qu'aller voir 91 et 92 dans le catch japonais comme je l'ai fait, là j'ai eu ce piment-là. Déjà parce que c'était différent de ce que je venais de regarder, hein, donc les années récentes, 2013, 2012, tout ça. Mais aussi parce qu'à l'époque, et c'est un des trucs que je pourrais opposer entre le produit actuel et le passé, même si j'aime pas du tout faire cette opposition-là, c'est qu'il y avait une sorte de plus grande biodiversité avant, entre les fédérations qui étaient plus un produit incarné d'une fédération à l'autre, alors qu'aujourd'hui je pense qu'elles se ressemblent toutes un peu plus. C'est-à-dire que la différence entre New Japan et All Japan, Noah, est moins flagrante que par le passé. Et à l'intérieur même d'une fédération aussi, voilà, avant on avait du shoot style plus prononcé, ça n'existe plus vraiment et tout ça. Maintenant j'aime pas faire cette opposition là, et en tout cas c'est pas du tout pertinent de le faire en parlant de Wrestle Kingdom 9, puisque justement c'est un show qui montrait d'avance sur la carte qu'on allait avoir cette grande biodiversité. On avait la promesse d'avoir un match de Spotfest, un match plutôt orienté shoot style, un match plutôt orienté, même si on ne pouvait pas en être certain, strong style avec Shinsuke, un match de bourrin avec Ishii, un main event qui allait certainement durer un moment et être un peu larger than life comme ça, avec un truc peut-être épique, en tout cas c'est ce qu'ils allaient tenter de faire, etc. Donc cette promesse-là, moi, c'est ce qui m'a aussi attiré vers ce show. C'est certainement ce qui va faire aussi que cette vidéo va être longue, parce que ici, je vais essayer d'expliquer un petit peu ce que j'ai ressenti, ce que j'ai pensé des matchs et tout ça, à quel point ils ont pu atteindre leur objectif et tout ça. Et comme on va dans des styles différents, je vais certainement être obligé de passer un peu de temps à chaque fois pour aussi expliquer ce que je pense des styles et de ce qui va faire que ces styles-là vont être bons. Enfin bref. Bon, je vais essayer de faire en sorte que ça soit quand même intéressant et captivant tout au long de la vidéo. Première précision, j'ai regardé la vidéo moi avec les commentaires US, j'étais très curieux de voir ce que ça pouvait donner, donc avec Jim Ross et Matt Striker, et aussi d'essayer de m'imaginer comment quelqu'un qui découvrirait le catch japonais avec ce show-là, ça a dû exister, pouvait ressentir et pouvait voir les choses. Bon, un petit mot sur les commentaires, sincèrement, je vais pas dire que je regrette d'avoir mis les commentaires US, mais voilà, ça m'a pas fait vibrer plus que ça. Pourtant c'est deux gars que j'aime bien. Striker était un super commentateur à la WWE, mais ce que j'ai aimé chez lui à la WWE, je l'ai pas retrouvé tellement là. Je trouve qu'il n'a pas livré, il n'a pas donné beaucoup d'infos sur le déroulement psychologique ou le storytelling des matchs, et il était plus là pour l'anecdote. Donc on sent que quand même il a des connaissances dans le catch japonais, mais ça n'a pas apporté grand chose. Quant à Jim Ross, on sent que lui au contraire n'a pas beaucoup d'habitude face au catch japonais, mais c'était intéressant de voir justement ses réactions assez spontanées face à un truc qu'il ne connaît pas trop. Mais bon, dans l'ensemble, sincèrement, je pense que si vous avez mis les commentaires en japonais, vous n'avez pas loupé grand chose. Voilà. Après, ça serait intéressant de voir le ressenti de quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de voir du catch japonais avec ces commentaires-là. Peut-être que lui, ça lui a apporté. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a pas plus apporté que ça. Voilà. Donc, je vais commencer tout de suite avec le premier match. À savoir, moi, ça a commencé, je sais pas, je sais qu'il y a une bataille royale avant, mais moi, je l'ai pas vu. Donc, ça a commencé pour moi avec le 4-way tag match pour le titre de champion par équipe Junior Heavyweight. Donc voilà, là le match, on savait d'emblée que ça allait être un spot fest, un match avec 8 personnes en même temps dans le ring, et surtout ces personnes-là qui sont des lutteurs que je cataloguerais un peu lutteurs typiques des indies US, à part peut-être pour Kishida, mais voilà, c'est-à-dire des lutteurs qu'on le voit le plus souvent peut-être à Ring of Honor pour Wrestling Guerrilla. Moi c'est des gars que je connais pas très bien, parce que je regarde pas ces fédérations-là depuis, voilà, j'ai arrêté de regarder les indies depuis environ 2011. Voilà, on savait que ça allait être un spot fest. On savait que ça allait être impossible de suivre quoi que ce soit d'autre que le move qui se passe sous nos yeux à la seconde. Et à la limite, le plaisir qu'on va prendre dans ce match, c'est le plaisir qu'on va prendre tout bêtement à voir des moves beaux, bien exécutés, avec comme ça un rythme soutenu là-dessus. Voilà, et avec 8 personnes, on peut soutenir ce rythme-là vraiment rapide. Après, si les moves ne sont pas spécialement beaux, ça peut être chiant. Juste pour signaler que c'est une preuve, s'il en fallait, que rythme rapide ne veut pas forcément s'opposer à ennuyeux. Ça peut être avec un rythme rapide mais ennuyeux si les moves ne sont pas au rendez-vous. Après, de savoir si quels moves sont beaux, quels moves ne sont pas beaux, je pense qu'il y a quand même un côté assez personnel là-dedans. Donc bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Par contre, si on veut vraiment un peu aller plus loin, moi il y a deux trucs importants que je voudrais dire par rapport au Spotfest. Bon, j'ai déjà dû en parler un petit peu avant, mais d'abord, je me sens toujours un peu con à noter un Spotfest, parce que il y a un côté sur un Spotfest, on a un regard un peu froid et clinique. On se dit, tiens, voilà,
ils ont fait tel move, c'était bien exécuté, voilà. Le programme qu'ils ont prévu était dense et bien exécuté, je mets une grosse note. Voilà, j'ai l'impression que si je fais ça, de noter du patin artistique, quoi. Alors vous avez prévu un triple axel, oui, il était bien fait. Voilà. Donc, voilà, je trouve que c'est un peu, on a un regard un peu froid et analytique comme ça que j'aime pas. Moi j'aime bien essayer de noter aussi la vibration que j'ai eue devant le match. Sur un des putains de Spotfest où il y a de la folie, ça peut arriver que je vibre ici. Mais là ça se passait plutôt là, quoi. C'est-à-dire un côté un peu froid, si vous voyez ce que je veux dire. L'autre truc que je voudrais dire, c'est que je trouve qu'en 2015, je trouve qu'un Spotfest c'est ringard. Voilà. Je crois que j'ai jamais entendu personne dire ça, donc j'ai envie de le dire, c'est un peu ce que je ressens. C'est-à-dire qu'il y a un côté dans un Spotfest, t'as vu ce que je sais faire, quoi. T'as vu, là, c'est cool ce que je viens de faire, ça a de la gueule, hein, la belle bleue, quoi, tu vois, waouh. Mais ça fait 25 ans qu'on voit des mecs faire ces moves-là, donc être content de faire un Asai Moonsault en 2015 alors que le move a été créé en 91, ou fait pour la première fois en 90-91, je veux dire, il y a un côté ringard, il y a un côté t'as vu un peu, alors que ouais, ça fait 25 ans que je le vois, donc peut-être qu'il faudrait faire un peu plus. Hein. Voilà, je trouve que c'est sympa en opener, ça gêne pas et tout ça, mais il y a un côté ringard. Je sais pas comment l'expliquer mieux, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Si vous voyez pas de problème, vous avez qu'à me le dire et puis j'essaierai de le redire une prochaine fois, j'en sais rien. Mais voilà, il y a un côté c'est débile, c'est chorégraphié, mais t'as vu, c'est classe. Ouais, un peu ringard quand même. Voilà, donc superficiel. Mais enfin, bon, c'est sûr que je suis pas un énorme fan de Spotfest. Les Spotfest ne me dérangent pas non plus, surtout en opener. Le seul truc qui me dérange dans ce match-là, c'est que dans la mesure où on n'a pas de construction, on va pas s'attarder sur le selling ou quoi, forcément, on va pas être non plus complètement con. Pour moi, le résultat n'importe pas beaucoup. On va dire que c'est anecdotique. Le match se termine sur ce move-là, je ne sais même plus lequel d'ailleurs, mais bon, ça se termine là, ça aurait pu se terminer avant, ça aurait pu se terminer après. C'est aléatoire en fait, ils choisissent de terminer sur ce move-là, voilà, point barre. Il n'y a pas forcément une logique dans le match qui fait que ce move-là est le point final, hein, une construction, puisqu'il n'y a pas de construction, il n'y a pas de point final. Ça s'arrête quand ça s'arrête. Voilà. Et le problème à ça, c'est qu'il y a un titre en jeu quand même. Et quand tu as un titre en jeu, tu mets quand même un petit peu d'importance à qui gagne. Forcément, parce qu'il garde le titre ou il obtient le titre. En l'occurrence, Fish et O'Reilly ont conservé le titre. Et du coup, ça me dérange. Je préfère les Spotfest sur des combats où il n'y a pas d'enjeu. Et comme ça, c'est vraiment juste un petit spectacle sympathique. C'est d'autant plus pertinent en opener parce que c'est léger, ça fonctionne bien, ça te met dedans. Voilà. Après, en tant que Spotfest, si je le compare à la constellation de Spotfest sur des critères qui sont pertinents, voilà, à mon avis, sur un Spotfest, on peut regarder que deux trucs, c'est-à-dire la quantité de moves et la qualité de ces moves-là. Moi, je pense que c'est deux critères qui peuvent être invoqués sur un Spotfest. Je trouve pas qu'il sort du lot. On n'a pas vu des trucs forcément incroyables et on a vu une quantité pas spécialement hallucinante de spots. Donc voilà. Après, moi, je vous l'ai dit, il y a un côté un peu ringard. Juste un exemple pour illustrer ça, je viens d'y penser. Il y a ce spot, par exemple, qu'on voit régulièrement où il y a 4 mecs à l'extérieur. Il y a un mec qui fait un plancha, boum, il tombe sur tout le monde se relève. Il y a un mec qui va à la troisième corde, boum, tout le monde tombe, tout le monde se relève. Et on est censé être là, waouh, mais ça fait 10 ans qu'on voit ça, même plus. Et moi, je trouve que ça finit par être kitsch, quoi. Kitsch, mais kitsch en 2015, donc ringard. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'espère que vous voyez ce que je veux dire, c'est pas dit ça. D'ailleurs, j'écoute vos commentaires à ce sujet-là. Passons au match suivant. Je mets pas de notes parce que je vous l'ai dit, je me sens un peu con à noter un Spotfest. Bref. Passons au match suivant. On va aller très vite puisque je ne l'ai pas regardé. Je l'ai passé le Six-Man Tag entre Bullet Club et une team composée de Honma et Tenkoji. Bref, je ne l'ai pas regardé, donc on passe. Le match suivant, j'aurais pu le zapper aussi. Mais je l'ai regardé quand même parce qu'il y avait Naomichi Marufuji dans ce match. Et que voir un lutteur de la Noah, et non pas n'importe lequel, en plus c'est la plus grosse star de la Noah actuelle, et c'est en plus le président de la Noah, le champion et tout ça, donc bon, je me suis dit ça va être intéressant. C'est quand même une tristesse ce match, parce que même si la Noah s'est rendue une épave qui continue de couler toujours un peu plus bas, c'est quand même, pour prendre la métaphore, hein, la Noah c'est l'arche de Noé, donc je prends la métaphore de la Noah, c'est quand même un ancien bateau de guerre, quoi, on va dire, c'était quand même c'est la fédération par excellence du catch japonais des années 2000, c'était la plus grosse fédération des années 2000, incontestablement, celle qui a fourni le plus de grands matchs, celle qui a fourni le plus grand nombre de grands moments et tout, enfin, c'est vraiment l'équivalent de la New Japan aujourd'hui, je veux dire, clairement. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que ça reste encore un peu dans l'esprit, en tout cas je l'espère. Et donc, moi quand j'ai un lutteur de la Noah qui vient à la New Japan, j'ai envie d'avoir cette petite flamme de l'opposition entre deux fédérations, le côté rivalité interpromotionnelle. On l'a pas du tout eu ici.
match de 5 minutes complètement anecdotique, où grosso modo ce sont des poids lourds qui se battent comme des poids légers, c'est-à-dire qu'ils essaient d'aller vite, les moves ont l'air chorégraphiés, le selling il est par la fenêtre, et forcément à ce jeu-là ils vont être tout pourris à côté de Junior Heavyweight. Alors Mao Fuji c'est presque un Junior Heavyweight, donc ça va, il a eu de la gueule, mais voir 6 mecs, et d'ailleurs il y a des bons combattants dans ce match, dans un match qui dure 5 minutes, qui est aussi anecdotique, moi je me dis j'aurais préféré qu'il n'y ait pas le match, ou qu'il le fasse à un autre moment, j'en sais rien, et qui donne ces 5 minutes-là à d'autres combats qui n'ont pas eu le temps nécessaire pour développer ce qu'ils avaient à développer. Je pense notamment au tag match pour le titre par équipe dont je parlerai tout à l'heure, qui était très court et qui aura certainement profité d'avoir 5 minutes de plus. Donc voilà, ça me fait penser au vieux WrestleMania, vous savez, où la WWF voulait mettre tous les lutteurs de son roster sur la carte pour leur faire plaisir, ou je sais pas pourquoi d'ailleurs. Là c'est un peu pareil, on met tout le monde. Mais en mettant tout le monde, vous retrouvez à avoir des matchs cheap qui finalement plombe un peu le show, même si c'est pas les matchs les plus importants et on s'en fout à l'arrivée. Mais bon, quand on regarde le show dans son ensemble, on passe sur ce match et voilà, j'aurais pu le skipper. En tout cas, c'est un peu triste de voir Mao Fuji et, en tant que super leader de la Noah relégué dans un match de 5 minutes aussi anecdotique. Voilà, je trouve. Bon, je le note pas non plus, on passe. Là, je vais commencer à noter parce que ça commence à être des matchs beaucoup plus importants. En tout cas, c'est un match que j'attendais beaucoup. Il s'agit du match entre Sakuraba et Minoru Suzuki. Ça m'a tiré au fond parce que c'est un match qui avait une promesse d'être un match de combat plutôt style shoot style. D'ailleurs, dans les règles, ils avaient rappelé les règles de la WWF, donc il y a une référence à la fédération de shoot style, peut-être par excellence de l'histoire. Et comme je l'ai dit en intro, je trouve qu'il y a un petit manque de biodiversité aujourd'hui dans le catch japonais, enfin, en tout cas par rapport à avant où on avait le shoot style incarné dans une fédération. Aujourd'hui, voilà, je crois qu'Ishikawa est encore en activité, mais on voit même pas ce qu'il fait, quoi. Je veux dire, ça n'existe plus. Enfin bref. Et donc j'espérais que des matchs comme ça puissent faire rejaillir la flamme, en tout cas. C'est quand même des références dans leur domaine. Bon, Sakuraba c'est plus une référence en MMA qu'en shoot style. Minoru Suzuki en revanche, c'est vraiment une référence dans le shoot style. Ça a été quand même un lutteur très important de la UWF, puis de la Pro Wrestling Fujiwara Gumi. Et bon, je me disais que ça pouvait être cool. À l'arrivée, non seulement ça n'a pas été un très très bon match, mais en plus ça n'a pas été tout à fait du shoot style. Plutôt orienté strong style, c'est-à-dire un mélange entre du MMA, des techniques d'arts martiaux qui sont quand même très visibles, et du pro wrestling. Donc voilà, ce qui n'était pas forcément un mauvais choix d'ailleurs, parce que je pense que pour être vraiment effectif dans le shoot style, il faut être en pleine possession de ses moyens athlétiques, physiques, ce qui n'est pas le cas de Sakuraba. Bon, il y a peut-être une exception à ça, c'est Fujiwara, mais bref. Donc là, c'était pas forcément idiot de faire un hybride, et donc d'aller plutôt vers le strong style, le style historique de la New Japan. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, il y a une confusion là-dessus sur ce terme strong style. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le strong style c'est du bourrinage en règle, type ce que fait Ishii et Makabe. C'est ce que Striker a dit d'ailleurs pendant le match Ishii-Makabe, genre c'est strong style parce que le terme strong renvoie au fait d'être costaud comme ça. En fait, strong style, je pense qu'ils auraient dû appeler ça skilled style, c'est l'idée qu'on a des capacités comme ça d'arts martiaux qu'on met à l'œuvre dans un combat de pro wrestling. Et si je me permets de dire ça, je pense vraiment que c'est ça la définition de strong style, parce que moi j'ai regardé du catch des années 70 et 80 à la New Japan, où on entend les commentateurs dire strong style en parlant de combat avec Inoki, avec Fujiwara, avec Fujinami, et ces mecs-là n'étaient pas du tout stiff. Je veux dire, à l'époque ça n'existait pas, des Stugfest comme on a eu avec Ishii et Makabe. Et je pense que inconsciemment j'ai compris que ça renvoyait à des techniques légitimes, plus tard qu'on va appeler du MMA. Et c'est la manière dont on arrive à intégrer ça dans un combat de pro wrestling plus traditionnel et pas de shoot style. Voilà, pour moi c'est ça le strong style. Enfin je dis pour moi, je pense vraiment que c'est ça objectivement. Et ça m'embête qu'on galvaude un peu ce mot-là pour le renvoyer à un slugfest un peu de barbare. Et d'ailleurs, ce type de match de slugfest type Ishii-Makabe, je vais en parler juste après, c'est plus la Noah et la All Japan qui ont produit ce genre de match-là. Or, strong style c'est le style de la New Japan, vous voyez. Donc, il y a quelque chose qui cloche là-dedans et je pense sincèrement que beaucoup de gens galvaudent le mot strong style. Mais bref. Donc juste pour revenir à mon Sakuraba Minoru Suzuki, je pense que c'est un combat qui a été orienté pertinemment sur le strong style, mais qui a échoué parce qu'il était un peu trop minimaliste. Parce que Sakuraba est plus du tout capable physiquement d'assumer les grandes capacités techniques qu'il avait. Il n'arrive pas à les afficher. Et voilà, je trouve qu'il n'y a pas eu de grands moments dans le match. Ils n'ont pas réussi à développer une grosse intensité dans le ring, à défaut d'avoir comme ça une petite aura spéciale, notamment par le charisme que Minoru Suzuki a retrouvé en plus, à travers une condition physique exceptionnelle. J'ai jamais vu Minoru Suzuki aussi affûté depuis au moins 4-5
95, un truc comme ça. Enfin, voilà, et c'était à Pancras, c'était même pas une fédération de catch à l'époque. En fait, on n'a peut-être jamais vu Minoru Suzuki aussi affûté dans une fédération de catch. Exceptionnel. Ça promet pour 2015. J'ai failli faire un lapsus. Bref, donc grosse déception. Pas la meilleure pub pour le style strong style, shoot style, donc qu'aurait pu. Donc du coup, c'est pas le genre de match qui va raviver la flamme, j'espère. Mais enfin bref. Au moins, la satisfaction, c'est de voir que Minoru Suzuki a retrouvé une condition physique, ça c'est cool. Voilà, grosse déception, je vais lui mettre genre 2,5. J'ai pas trouvé ça tout pourri non plus, mais enfin bon. C'est un match en termes de qualité qui est banal. Après, en termes de style, moins. Passons au match suivant, la première vraie satisfaction de la soirée, donc Ishii Makabe. Bon là, donc, ça n'allait pas être du strong style, ça allait être du bourrinage, hein, du slugfest, du straightforward wrestling, c'est-à-dire on va droit devant, c'est un peu le match de deux gros bourrins qui se rentrent dedans et qui essayent de voir qui est la plus grosse, quoi. On n'essaye pas d'esquiver les moves, on les prend dans la gueule et on dit voilà, je suis encore là, machin. Bon bref, Ishii c'est le maître actuel de ça, le maître du Tokon, ça veut dire Fighting Spirit grosso modo en japonais, c'était ce qu'incarnait Hashimoto par exemple à New Japan avant. Il le fait hyper bien, il maîtrise ce style à la perfection. Le reproche qu'on peut lui faire, c'est de faire tout le temps ça, clairement. Et après, selon son adversaire, on va dire qu'il va réussir à pousser le délire un peu plus loin. Mais on va dire, on peut lui mettre n'importe qui en face. Lui, il est tellement bon dans ce qu'il fait que l'autre, il a juste à suivre. Et le match sera forcément un minimum épique. C'est ce qui s'est passé là. Alors je dirais qu'au niveau intensité, c'était pas aussi fort que par exemple Ishii Shibata du G1 2013, qui a été une référence dans le style. On voit le début du match par exemple, où les premières frappes n'ont pas l'air aussi violentes que ça pourrait. Et du coup, le moment où Ishii met un genou à terre, ça a autant l'air d'être Ishii commence à être à la limite de craquer que Ishii met un genou à terre parce que le début du match n'était pas top et on va peut-être partir sur autre chose, vous voyez ce que je veux dire. J'ai trouvé que c'était un peu moyen à ce niveau-là. Et tout ce qui s'est passé après, à partir du moment où Ishii commence à afficher ses faiblesses, a été vraiment bien. Et en plus, ce qu'ils ont réussi à intégrer dans le match qui était très très intéressant, c'est la blessure à l'épaule de Ishii. Alors, j'ai cru comprendre qu'il traînait cette blessure-là depuis le G1 2014. Qui du coup semble être justement l'élément qui a fait la décision entre Makabe et Ishii. Ça c'est vraiment cool. Parce que du coup on a l'explication de pourquoi Makabe a gagné. Moi je trouve que c'est toujours agréable dans un match, à la fin, de se dire voilà, il a gagné parce que ceci. Ce qu'on ne retrouve pas dans les matchs qui ont une construction faible. Et là on l'a eu ça. Donc c'était vraiment cool. Et en plus il y a le côté épique de Ishii qui en chie, excusez-moi du jeu de mots involontaire, donc qui a l'air d'être à la limite de craquer mais qui s'accroche. Voilà, on est dans des nuances de mecs sonnés mais pas complètement. Beaucoup de lutteurs, même d'autres bourrins, il y en a d'autres dans la New Japan, Goto par exemple, s'il a une classe d'écart pour moi avec Ishii pour moi est nettement meilleur, c'est parce que son selling à Goto il est plus lunatique. C'est-à-dire un coup il est sonné et un coup tout d'un coup il relaie de ses cendres, le phénix, et tout d'un coup il fout une frappe. Et moi j'aime pas ça parce que c'est quelque part absurde. Je préfère un Ishii qui a l'air d'en chier, qui a réussi à s'arracher pour mettre un petit move, pour se gagner du temps, pour récupérer, tout ça. Ça me rappelle plus à la limite un Stan Hansen qui va aussi dans les nuances de gris, comme ça, des nuances de stun, voilà, qu'un mec qui va être soit sonné, soit pas. Où là, du coup, j'ai du mal à suivre le délire et souvent, je lâche l'affaire. Voilà. Ça se joue pas à qui est le plus stiff, ça on s'en fout. Hein. Du moment que ça a l'air intense, à la limite, ça suffit. Donc voilà, bref. Makabe fait une très bonne performance aussi, ça c'est pas tous les jours. Je dirais que c'est pas un très bon lutteur, mais c'est un gars qui se donne à fond dans le ring. Donc si l'autre en face amène la substance, Makabe peut suivre, on l'a très bien vu ici. Donc c'était un bon combat. Pas une référence dans le style, on va dire le style Ishii maintenant quasiment. Hein, il est quand même moins bon que le Shibata Ishii du G1 2013 donc que j'ai pris un peu en référence. Mais c'est quand même un très très bon combat que je mettrais à 3,5, 3 quarts. J'ai du mal à pousser plus loin parce que ce début de match là m'a pas mis complètement dedans et peut-être qu'il faudrait que je le revoie pour intégrer. Enfin c'est quand même un vrai bon combat et c'est une performance solide de plus de Ishii parce que obtenir un 3 quarts avec Makabe en 2015 c'est pas forcément donné à tout le monde. Voilà. Match suivant. Alors là pour le coup c'est la plus grosse déception de la soirée en ce qui me concerne, Taguchi Omega. J'avais entendu beaucoup de bien de Omega voilà, sur l'année 2014. Moi en fait Omega je l'ai connu pas mal lors de son run de champion de junior heavyweight à la All Japan Pro Wrestling en 2011-2012. Et c'était pour moi un junior un peu comme il y en avait plein à l'époque, comme David, comme Ibushi, comme Pac, comme Ricochet. Voilà la machine à spot où sa capacité athlétique était vraiment époustouflante et on se dit ouais voilà. Et puis on sentait que c'était un gars qui essayait de se donner un peu de personnalité comme ça, un côté un peu branleur et tout ça, bref. Mais c'est souvent un échec. Et je me suis dit peut-être qu'il a réussi à progresser à ce niveau-là. En fait non, il a toujours l'air
il est détestable au niveau de son attitude et il se donne du charisme comme ça, mais son charisme n'est pas intégré. Je dirais que c'est la différence entre avoir du charisme et avoir de la personnalité dans le match. Hein, il y a beaucoup de gens qui disent que The Rock est charismatique. Donc, je ne vais pas aller à l'encontre de ça, mais c'est pareil. Il lève son eyebrow, ça n'a pas de sens. Peut-être qu'il y en a qui trouvent que ça donne du charisme, mais moi je trouve que ça lui donne pas de personnalité. Et je dirais la même chose de Kenny Omega, il nous a fait toute une galerie de personnages, d'expressions du visage et tout ça dans ce match, mais ça n'a pas apporté de substance au match au niveau de la personnalité, de l'intensité psychologique, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, c'était plus une suite de petits moments comme ça, que ce soit par les moves ou par le personnage de Omega. Donc personnellement, ça n'a pas fonctionné. Du côté de Taguchi, c'est un gars qui a des bons fondamentaux, qui est souvent bon, rarement excellent. Moi, c'est un gars que je considère solide, donc je pense qu'il ne se rattrape jamais totalement. Mais peut-être qu'il faut que ce soit l'adversaire qui fournisse le petit plus à Taguchi pour aller plus loin. Or, Omega, ce soir-là, j'ai juste l'impression qu'il a voulu faire son intéressant, vous voyez ce que je veux dire. Et ça n'a pas fonctionné. Pour moi, le match n'a pas fonctionné, c'est une grosse déception. Et ça fait chier en plus de voir un changement de titre sur un combat qui affiche comme ça d'énormes faiblesses. Donc c'est une grosse déception, je le mets à 2,5 avec des défauts et des qualités différentes du Sakuraba Minoru, mais avec la même note à l'arrière. Grosse déception, tant de Kenny Omega individuellement que du match en lui-même, puisque j'espérais quand même avoir un truc sympa. Et j'ai vu de bien meilleures performances individuelles d'Omega lors de son run justement à la All Japan entre 2011 et 2012. Match suivant, donc le match par équipe. J'en ai fait une petite référence tout à l'heure en disant que le combat était trop court. Je crois que le match dure 9 minutes. 9 minutes pour un match one-on-one, à la limite ça peut le faire si on va tout droit. Mais pour un match par équipe c'est quand même très très compliqué. Faut quand même leur rendre hommage. Ils se sont dit ok, on a que 9 minutes, mais on va quand même essayer de faire une construction dans le match. Leur construction elle est quand même assez propre, lisible facilement, donc ça c'est bien. Je vais la développer. Mais voilà, en 9 minutes, ta construction elle va forcément être assez peu développée et ambitieuse. Et voilà, moi je vous dis la note du match tout de suite, je pense que je lui mets 3, alors qu'on ne peut pas dire qu'ils aient craqué, quoi. Mais en 9 minutes, tu peux pas. Voilà. Ou alors tu pars sur un match all out où ça court partout, mais du coup je pense que c'est bien justement qu'ils aient de faire une construction, sachant qu'il y avait un changement de titre, sachant que c'est quand même une ceinture prestigieuse, quoi qu'on en dise. Voilà. Alors la construction c'est quoi grosso modo? C'est début de match, Goto, Karl Anderson. Ils n'arrivent pas à prendre le dessus l'un sur l'autre. Shibata s'en mêle, il chope Anderson sur le côté derrière la corde en lui faisant un slipper pour permettre à Goto de porter un lariat. Ça se retourne contre eux puisque Goto porte son lariat sur Shibata, Anderson esquive. Donc Shibata est sonné et en plus Gallows en profite pour porter lui un big move sur Goto qui démarre la domination des Gaijin, des champions. Voilà, domination qui est bien amenée, ça c'est bien. Même si le début de match n'est pas forcément exceptionnel, au moins ça lance la domination de façon pertinente. La domination était pas mal, même si le selling de Goto n'était pas exceptionnel, parce que par exemple il fait typiquement le mec qui est stun, ce que j'ai dit tout à l'heure, ou pas du tout, et c'est un peu sur ce genre de situation que la domination s'arrête. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a eu plusieurs moments où on a eu l'impression que le momentum allait changer, y compris quand on a eu le hot tag sur Shibata, ou un bon fan de catch, ex-fan de WWE, enfin je le suis toujours, mais bref, voilà, fan de catch occidentaux, on s'attend à ce que le hot tag soit le moment où le momentum se renverse, or là pas du tout. Shibata arrive dans le ring et on croit qu'il va renverser le match et en fait non, le momentum est stoppé. Et ça se fait comme ça plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les Japonais vont réussir à prendre le dessus et en fait non, boum, un big move ou un truc qui stoppe ça. D'ailleurs Gallows est paru très très booké comme dominant dans ce match à travers ce déroulement. Et puis finalement, quand le momentum change, pouf, c'est la fin du match. On n'a pas de finish stretch, on va pas plus loin que ça. Donc ça tient la route, mais c'est un peu abrupt comme fin, il n'y a pas un moment vraiment climatique comme ça. On va dire que c'est sympa, court et peu ambitieux. Donc 3 sur 5. Voilà. Match suivant. Alors, ça fait combien de temps que je parle là? Putain, ça fait déjà longtemps. Je vais essayer d'aller vite parce que c'est les 3 derniers matchs dont je voudrais parler le plus. Donc AJ Styles, Tetsuya Naito. Donc j'ai pas du tout vu 2014, je n'ai donc pas vu Styles à New Japan, j'ai entendu énormément de bien de lui. Moi c'est un combattant pour lequel j'avais une bonne opinion, malgré le fait que je ne regardais pas la TNA. Et en fait j'ai été plutôt agréablement surpris par ce combat, parce que en tant que lutteur de la TNA, ex-lutteur de la Ring of Honor et tout ça, je me disais peut-être que Styles va vouloir faire des kick-outs de la mort et des trucs. Or là c'est un combat qui était vraiment impeccable, très propre, sobre. Ça commençait pas forcément hyper bien, parce que je trouve que la prise de domination en l'occurrence de Naito, contrairement au match par équipe,
c'est fait certes de façon relativement spectaculaire, ça se passe à l'extérieur où Styles tente un Asai Moonsault, il retombe sur ses pieds et bon, il y a une petite séquence. Mais ça fait un peu facile. Naito réussit à porter un move du bord du ring jusqu'à Styles qui était par terre. Où on ne comprend pas trop pourquoi Styles n'a pas réussi à esquiver, ça fait un peu facile. Mais après ça, tout a été solide. Les phases de domination avaient l'air accrochées, à l'image du finish, où on a l'impression que Naito essaye de se débattre, mais il peut rien, et Styles le coince dans son finisher, et boum. Mais aussi les transitions, hyper solides les transitions. On avait en fait des dominations assez courtes, voilà, 1 minute, 2 minutes, et on renverse les dominations sur des moves qui vraiment ponctuent le truc des gros moments. Premier changement de domination, donc Naito avait pris le dessus, Styles fait un comeback sur un bloc, ça se passe un peu dans le coin, et puis il chope la jambe de Naito, il fait une espèce de stunner et ça démarre, on travaille sur la jambe. Deuxième changement de domination, Naito bloque un move au milieu du ring et il chope Styles et il fait un tornado DDT en utilisant les cordes. Plus tard, on a un bloc aussi, une séquence assez sympa dans le coin où Styles arrive à repousser Naito vers le milieu du ring et il fait un springboard flying forearm assez sympa. Et voilà, tous les changements comme ça, ce que j'appelle les transitions, ont été vraiment bonnes et les phases de domination courtes et plutôt accrochées comme ça. Donc c'était vraiment cool. Quand je dis accroché, c'est par opposition à chorégraphié, collaboratif. On sait qu'un match de catch c'est faux, mais on ne veut pas que ça se voit trop, enfin ce qui me concerne en tout cas. Voilà. Après il y a eu quelques moments où le selling de Naito sur la jambe n'était pas top. Je dirais que il en a fait quelques références, je pense notamment à un moment il y a une tentative de suplex où on a l'impression qu'il n'arrive pas à le placer à cause de sa jambe. Donc ça c'était cool, mais à côté de ça il va réussir un German par exemple avec le bridge alors qu'il est baissé la jambe. J'aurais bien aimé qu'il fasse plus de références à cette blessure. Surtout qu'on a le sentiment que c'est ce qui a fait la différence dans le match. Donc voilà, le selling n'a pas été exceptionnel. À côté de ça, je trouve quand même qu'on a avancé dans le selling général, c'est-à-dire plus le côté stun et tout ça, de façon assez naturelle et fluide. Et le finish était cool. Il n'y a pas eu d'overkill, c'est-à-dire il n'y a pas eu le kick-out de la mort, et l'autre est obligé de refaire un big move et il rate, et c'est le tour de mec. Enfin, voilà. Je trouve que le côté sobre est quand même agréable. Je ne sais pas s'il finira dans le top 20 des meilleurs matchs de l'année. Je te mets 3-3 quarts. Petit 3-3 quarts je dirais, mais vraiment un bon combat, très propre, pas forcément hyper ambitieux, mais quelque part son côté sobre est aussi un point fort, donc vraiment sympa. Je m'attarde pas plus parce que j'ai parlé un peu trop longtemps des autres matchs et j'ai 2 gros matchs dont j'aimerais parler plus longtemps. Alors, le combat suivant, le Shinsuke Nakamura contre Kota Ibushi. Alors déjà, moi j'ai vu Shinsuke arriver dans le ring et là je me suis dit putain, lui il m'avait manqué, vraiment. On nous annonce que Ibushi est maintenant un heavyweight, ça c'est cool, ça veut dire qu'il ne reviendra pas chez les juniors si c'est dit qu'il est heavyweight. Voilà. Et moi je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que le Ibushi junior heavyweight pour moi il est relativement banal. C'est une machine à spot, certes très efficace, mais on dirait qu'il n'essaye pas de placer ses spots de façon pertinente et il reste à mon avis un peu anecdotique. Quand il a lutté avec les poids lourds, ça s'est déjà passé dans le G1 2013 et je pense que ça s'est passé encore d'autres fois en 2014, en tout cas je l'espère pour lui. Il intègre ces quelques spots high fly de façon intéressante dans le déroulement du match. Et je crois beaucoup plus en lui pour passer le cap chez les poids lourds qu'en Devitt en 2013 lorsqu'il a eu son run chez les poids lourds. Je pense qu'il est plus intelligent et on a vu dans ce match qu'il avait des capacités aussi de kickboxing et tout ça. Il peut se donner une allure un peu de vrai homme, c'est ce que je veux dire, qui va bien. Et ce combat-là était vraiment dans la tradition strong style lui aussi. On commence avec des mecs qui sont en garde, qui font un peu de kickboxing. On a vu pas mal de passes qui rappelaient un peu du MMA, notamment à un moment donné un contre magnifique de Shinsuke qui débouche sur un Jujigatame. Vraiment, on n'a pas du tout été sur le même registre que le match qu'ils ont eu qui était exceptionnel du G1 2013, qui jouait plus sur l'opposition de style. Là, on a plus joué sur ce côté strong style, un peu frontal, avec deux lutteurs qui ont des capacités qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Voilà, très stiff. Et je me demande si d'ailleurs ce serait pas intéressant de faire de la ceinture intercontinentale, la ceinture strong style dans l'esprit, par opposition à la ceinture polo qui sera plus la ceinture de style, on va dire mainstream pour les japonais. Bref. Alors dans le registre strong style, je trouve que c'est un combat qui a été vraiment très très bon, bien que un peu décousu parfois. C'est-à-dire que le fil rouge que peut être le selling dans un match, voilà, le fil rouge a été décousu. C'est-à-dire qu'à des moments, on lâchait un peu pour aller donner un moment du match sympa. C'est vrai qu'il y a un côté dans ce match un peu plein de moments, plein de fulgurances, soit en termes de moves, soit en termes d'attitude comme ça, d'intensité psychologique, de haine qui transparaît
vraiment hyper bons, hyper kiffants. Mais parfois ils ont un peu eu de galère à intégrer ces moments-là dans le déroulement général. Et globalement, d'ailleurs, j'ai trouvé la fin un peu abrupte. Ibushi a eu un selling un peu bizarre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il voulait faire le mec qui serre les dents et qui s'accroche, qui sourit de la douleur qu'il ressent et tout ça. Donc voilà, qui va bien avec l'esprit intensité psychologique, haine entre les deux. Mais du coup, on a un peu perdu le selling, comme je disais. Donc c'est un combat qui a un côté très fort et un côté un peu décousu. Je trouve ça dommage parce qu'ils ont vraiment fait des trucs exceptionnels dans ce match-là. Mais à l'arrivée, je crois que je préfère leur match du G1 2013 auquel j'avais mis, je crois, 4 écarts, voire 4,5, je sais plus tout à fait. Là, je m'arrêterai à 4. Je le re-regarderai de toute façon parce que j'ai été surpris du style de match en fait et je pense que peut-être j'ai pu passer à côté de certains trucs. Mais voilà, c'est quand même un gros match et je pense que ça sera pour quasiment tout le monde le match de la soirée puisque je ne vais pas maintenant parler du main event. Tanahashi Okada, alors vous le savez peut-être, je suis pas un énorme fan de leur série de matchs, pas en tout cas aussi gros fan que la plupart des gens qui s'expriment sur le sujet. Et d'ailleurs, même si ça faisait 1 an que je les ai pas vus, je vais pas dire qu'ils me manquaient tous les deux. D'ailleurs, je parle du charisme et du fait que Shinsuke m'a manqué. Là, par contre, au niveau charisme, je sais pas si c'est le fait de ne pas l'avoir vu depuis 1 an, mais j'ai trouvé Tanahashi extrêmement laid en arrivant dans le ring. Je sais pas. Je reprends une citation d'un gars sur un forum que je trouvais très drôle. Je trouvais que Tanahashi, en entrant dans le ring, il avait l'air d'une masseuse asiatique en fin de carrière. Voilà. Bref. On s'en fout, hein, vous allez me dire, on s'en fout. Trouverait-il que, comme ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, je pense que quelque part je pouvais être dans une situation de pouvoir apprécier leur match plus que jamais, quelque part. Et j'avais envie de voir ça, donc je ne savais pas forcément si le match allait être bon ou non. Voilà, je prépare le terrain. Là, vous allez vous dire, bon, il va les bâcher. En fait, non. J'ai été très agréablement surpris par ce combat. C'est probablement de tous les Tanahashi Okada celui qui est le mieux construit. Alors, c'est pas forcément le plus excitant dans les moves. Moi, j'avais bien aimé certains matchs entre les deux, notamment un des premiers où Tanahashi avait perdu une dent, tout ça, qui était vraiment. Il y avait une intensité comme ça dans l'exécution. Là, au niveau technique, c'est pas une boucherie, franchement. Mais au moins, il y a la construction, elle se tient bien. On peut suivre le déroulement. Il y a quelques conneries. Je vais vous dérouler un peu le match pour vous dire un peu ce que j'ai lu. Grosso modo, on a un début technique où Tanahashi prend vite le dessus avec des headlocks et tout ça, et Okada est un peu dépassé. Du coup, réaction d'Okada en bon challenger, il se met à tricher, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas un rope break, il fait partir le match sur un peu plus du brawling et tout ça, et il arrive à obtenir un avantage, notamment en portant un move où Tanahashi est sur la deuxième corde et il tombe à l'extérieur. C'est un peu le moment où il y a une prise de domination nette. Ensuite, Tanahashi tente des comebacks, c'est toujours un peu avorté, ou alors lorsque Tanahashi réussit à reprendre le dessus, ça dure pas très longtemps et très vite Okada reprend le dessus, ça fait qu'on a l'impression qu'Okada a la main mise sur une bonne partie du début de match. Et une fois qu'il a une main mise comme ça, on sent que il a un peu une hargne comme ça. Je trouve qu'Okada s'est donné pas mal de personnalité dans ce match, il a fait une très belle perf individuelle. À un moment donné, il a le dessus et il invite Tanahashi à lui mettre des frappes parce qu'il sait que même si Tanahashi sera puissant, il pourra lui en mettre une à peu près aussi puissante et comme Tanahashi est sonné, il aura l'avantage. Donc il essaie de dominer psychologiquement. Ça, c'est typique du Puro, on l'a vu des milliers de fois. Et là, c'était fait intelligemment, je trouve. Ça montre un peu sa frustration, ça donne de la personnalité à Okada dans ce match. Et puis une fois qu'il a cette mainmise depuis un moment, il tente le Rainmaker. Et là, on s'en doutait, hein, mais bon, c'est de bonne guerre. Tanahashi bloque et attaque la jambe. En fait, sa porte de sortie à Tanahashi, ce qui lui permet de sortir de cette longue domination d'Okada, quand même, elle dure un moment. Et elle était intéressante cette domination parce qu'il y a des tentatives de comeback. C'est le travail sur la jambe. Ça c'est dans pas mal de Okada Tanahashi, on l'a vu. Et souvent, je trouvais que le travail sur la jambe était extrêmement anecdotique à cause d'un selling faible de Okada sur la jambe. Je ne vais pas vous dire que son selling était magnifique parce qu'il a continué à courir et à faire des dropkicks de temps en temps à cause de cette blessure à la jambe. Mais le selling d'Okada était suffisamment bon pour qu'on comprenne que c'est la blessure à la jambe qui l'empêche ensuite de reprendre l'avantage comme il l'a fait plusieurs fois déjà jusque-là. Il y a un moment par exemple où Tanahashi se retrouve dans le coin, Okada veut prendre une course d'élan, et le temps qu'il prenne un peu d'élan, qu'il se retourne et tout ça, on voit bien que sa jambe le gêne, et ça permet à Tanahashi de lui foncer dessus, de lui mettre un big move, et ça a été bien fait, même à l'extérieur, le move ce qui amène juste avant le gros high fly flow, plutôt le high cross body à l'extérieur
Tanahashi sur la troisième corde et Okada au-delà des barrières. Ce qui amène ce move là, c'est Okada qui met un peu de temps à venir sur Tanahashi et Tanahashi le contre et le met derrière la barrière. Ça a été vraiment bien fait pour une fois. Même si c'est pas exceptionnel, au moins le travail à la jambe a été intégré au déroulement général. Donc Tanahashi peut enfin éviter les moves. Il a un peu plus de temps pour, on va dire, pour reprendre ses esprits et ça lui permet de prendre la domination. Et cette domination, elle est vraiment tonitruante. Très vite, il place des très très gros moves que Okada lui a eu plus de mal à passer dans sa domination, notamment le high crossbody extérieur. Et du coup, Tanahashi comme Okada, au bout d'un moment, se dit je vais finir le match. En plus, les moments où ils vont finir le match, on les voit très nettement. C'est-à-dire Okada fait sa pause, dézoom de la caméra, voilà, on nous dit clairement attention, il va tenter de finir. Tanahashi, même chose. Ça, c'était bien fait aussi. Et là, Okada réussit à ne pas se faire finir. Il résiste, mais il n'arrive pas à faire le comeback comme Tanahashi. Donc ça, c'était bien fait, on avance dans le selling, très naturellement. Tanahashi place un double high fly flow, il y a un gros kick-out. Ça, c'est le genre de truc que je ne veux pas en voir trop dans un match, mais dans un tel main event, c'est tout à fait, je dirais, de bonne guerre d'en faire au moins un ou deux. Donc là, il y en a eu un, pas de souci. Ensuite, Tanahashi tente un Texas Clover. Okada se démêle plutôt pour ne pas se devoir exécuter. Et ça, je trouve ça cool. Plutôt que de voir le mec pris dans le Texas Clover ou enfin, ça peut être un Sasori Gatame ou quoi que ce soit, et le mec il va s'arracher pour atteindre les cordes. Non, c'est plutôt le mec qui se déchaîne pour pas qu'on le prenne dans ce move là. Donc ça, je préfère. Je trouve que ça donne un côté accroché qui est assez plaisant. Et du coup, Tanahashi n'arrive pas à finir avec le high fly flow ni avec le Texas Clover. Qu'est-ce qu'il fait? Il tente le Rainmaker. Et là, erreur, Okada réussit à le contrer. Bon, c'est pas un moment qui est exceptionnel parce que déjà, je trouve le Rainmaker un peu moche comme move. Ça fait un peu pas de danse rock, enfin personnellement. Bon, ça c'est perso. Je trouve que c'est un peu illogique parce que finalement, Tanahashi a réussi à l'esquiver quand il était sonné et que Okada était frais. Et là, maintenant qu'on a un Tanahashi frais et un Okada sonné, il se le prend. Maintenant, on peut se dire que peut-être Okada est le maître du move et c'est pour ça qu'il a réussi à le contrer et à le porter. Voilà, à vous d'interpréter le move comme vous le souhaitez. Moi, sur le coup, j'ai trouvé ça un peu moyen, puis après, je me suis dit, tiens, j'aurais peut-être pu le penser comme si. Enfin, bref. Toujours est-il qu'on a un retour à une situation de match où ils sont un peu à égalité. Il y a un espèce d'atout à moi un peu surfait, genre les mecs qui sont au bout du rouleau et tout ça. Là, bon, c'est un peu surfait parce que Tanahashi a juste pris un Rainmaker, il a l'air d'être au bout du rouleau. D'un coup, on n'a pas eu cette progression dans le selling comme on a pu avoir avec Ishii, qui était remarquable. Bon, c'est typiquement la faiblesse de Tanahashi et Okada dans leur série de matchs, c'est qu'ils ont tendance à vouloir faire du épique, quitte à y aller de façon hyper grossière. Donc là, ils ont voulu y aller sur du épique. Voilà, pour donner, en fait, épique dans l'esprit, c'est un move tout con va prendre une valeur incroyable. Et là, je vais vous dire, ça n'a pas fonctionné si bien que ça à ce niveau-là. C'est un peu le plafonnement du match. Bon, toujours est-il que sur ces frappes à toi à moi, Okada a le dessus, et puis il veut tenter un big move, un tombstone, il est pris en small package, etc. Tanahashi revient sur la jambe. Donc, en fait, on sent vraiment que Tanahashi, il a la clé, quoi. C'est-à-dire que dès qu'il sera un peu en galère, il reviendra sur la jambe et il reprendra le dessus. Alors après, il y a une transition un peu merdique, c'est quand Tanahashi... alors en fait, c'est sur la séquence où Okada tente un tombstone, Tanahashi contre en un small package. Lorsqu'il se relève, Tanahashi attaque la jambe. Bon. Et là, Okada se relève et il est sonné. Sauf que, si vous réfléchissez, il a juste pris un small package, donc ça ne sonne pas un homme, et une attaque à la jambe, et il se relève genre, il titube et tout. Donc là, c'est par exemple vraiment typiquement la transition de merde. On dit, ah, tiens, c'est bizarre. Tanahashi lui colle des baffes gratos, et l'autre, on se dit pourquoi il se défend pas, pourquoi il réplique pas pour une fois, alors que jusque-là, il avait l'air quand même assez couillu au niveau des échanges à toi à moi. Et voilà, il a un côté, je vends le fait que je suis sonné, alors qu'il devrait plutôt vendre une blessure à la jambe. Ça pouvait se faire. Voilà, après on a ce qu'on appelle un suplex spam. Ça, on l'a vu dans plein de matchs à la Noah dans les années 2000, ce qui m'a pas mal royalement saoulé. Et ça me fait chier de retrouver à la New Japan aussi en 2010. C'est-à-dire des mecs qui font suplex, kick-out, à mon tour je te fais un suplex, kick-out, à mon tour je te fais un suplex, à toi, à moi. Et ça ressemble à rien, quoi, parce que les mecs étaient sonnés sur des frappes de coups de coude. Sur un suplex, tu dois être mort à un moment donné. Et pas te relever genre super frais. Enfin, ça m'a saoulé. C'est ce qui a ruiné un Kobashi Akiyama en 2005, qui était juste parti pour être une grosse tuerie. Et ça ruine un petit peu ce match-là, qui aurait pu être un 5-star potentiel peut-être. Mais là, clairement, tu peux pas mettre plus de 4,5 quand tu as ce genre de truc à la con, perso. Ça, c'est vraiment le gros point faible du match. Il y a eu aussi le dropkick d'Okada, donc, qui n'est pas trop raccord avec la blessure sur la jambe. Je trouve que grosso modo, il y a une partie du match vers la fin qui est assez ratée. Par contre, la toute fin du match est vraiment super avec
le moment où Tanahashi coince Okada avec les cordes, avec la jambe, ça lui donne du temps pour aller sur la troisième corde et tenter un high fly flow sur un Okada qui n'est pas tout à fait couché, mais ni tout à fait debout, vous voyez ce que je veux dire, et boum, il le claque, le move est super, un des plus beaux moves de la soirée, et à partir de ça, il gagne le match, sans en faire trop. Là aussi, j'ai adoré le côté sobre, et puis un truc qui était super aussi dans ce match, c'est Okada qui s'en va en pleurant, ça c'est juste génial, quoi. Je sais pas s'il pleurait vraiment ou si c'est de l'acting, mais en tout cas, ça donne une sympathie envers Okada qui est exceptionnelle, et on a l'impression en fait que dans cette rivalité, en fait Okada à un moment donné il avait le dessus, et Tanahashi a vraiment réussi à se surpasser, et c'est pas Okada qui a faibli, c'est Tanahashi qui a été encore plus haut qu'Okada. Et maintenant Okada il peut plus aller plus haut, il peut pas surenchérir, et donc il est frustré et il pleure, et c'est magnifique parce que du coup on a vraiment l'impression que cette victoire lui tenait à cœur, que cette ceinture lui tenait à cœur. Voilà comment tu crées aussi du prestige sur une ceinture. Un mec quand même important de la fédération qui pleure après un match, c'est beau quoi. Donc voilà, ça donne une dimension supplémentaire à un match. Je pense que c'est ce qui peut faire monter les notes de pas mal de monde. Bon, la mienne va rester quand même un 3/4 qui est très solide. J'ai expliqué ce que j'ai reproché au match, j'ai aussi expliqué à travers tout ce que j'ai dit, je pense que ce que j'ai aimé. En tout cas, c'est peut-être, alors déjà c'est clair, c'est la plus belle performance individuelle de Okada que j'ai vue jusqu'à maintenant. Donc ça peut peut-être indiquer que ce gars-là progresse, et moi j'ai toujours trouvé qu'il était moyen, mais qui montrait des capacités athlétiques et techniques quand même plutôt pas mal et qui étaient prometteuses. S'il continue à progresser, il n'y a pas de souci. En tout cas, là j'ai été assez agréablement surpris de son côté, et d'une manière générale, je pense que c'est peut-être le meilleur Tanahashi Okada jusqu'à maintenant, et ça fait plaisir que ce soit plus ou moins la belle de la belle, parce que là, je ne sais pas s'ils vont en refaire trop. Je leur déconseillerais de faire encore d'autres Tanahashi Okada. Écoutez, là, ce qui serait bien, c'est qu'ils n'en fassent pas un autre en 2015, et que s'ils devaient en refaire un autre, ça soit dans longtemps. J'espère. Voilà, en tout cas, ça finit le show sur encore une très grosse note. Mine de rien, on a 3 matchs, ou même 4 matchs que je peux noter à 3/4 et plus. Sachant que dans une année du catch japonais, depuis quelques années, j'ai pas forcément 20 matchs de toute l'année, tout le catch japonais réuni, je n'ai pas forcément trouvé à chaque fois 20 matchs à 3/4 et plus. Là, sur un show, on en a 3/4. C'est quand même exceptionnel, donc c'est peut-être un des meilleurs Wrestle Kingdom de l'histoire. Je les ai pas tous vus en fait, mais en tout cas c'est un show exceptionnel que je recommande très chaudement, et j'espère que beaucoup de gens ont eu la curiosité d'aller voir ce show là, du fait qu'il y avait Jim Ross et Matt Striker, pour découvrir le Puro, parce que du coup je pense que ça a pu les convaincre, en tout cas je l'espère. Voilà, donc j'écoute maintenant vos réactions et voilà, vos commentaires. En tout cas merci de m'avoir écouté aussi longtemps, parce que la vidéo est très longue. Je vais mettre le chrono en dessous, je pense, pour la rendre plus